Le direct. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Ça faisait un moment qu'on ne s'est plus revu dans ces cadres de redevabilité pour faire le point de la suite des évolutions de l'activité gouvernementale. Nous avons été fort occupés les dernières semaines. Vous avez tous vu que le président de la République a pris la direction de la SADC avec ce sommet qui a réuni une bonne dizaine de chefs d'État et des gouvernements qui replacent la République démocratique du Congo au centre de son rôle moteur en Afrique. Mais ce ne sera pas le sujet ce soir. Le sujet ce soir, c'est l'éducation. Vous savez que d'ici quelques jours, nous nous apprêtons pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et vous savez aussi que les secteurs de l'éducation, c'est les programmes prioritaires du gouvernement parce que le président de la République en a fait la priorité des priorités avec la gratuité. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre de cette gratuité, dans la mécanisation des enseignants ainsi que dans les financements des écoles. Toutes ces questions feront l'objet de l'échange que nous aurons tout à l'heure avec mon collègue de l'EPST, l'honorable Tony Mwaba, double collègue à la fois à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Nous aurons l'occasion de vous dire ce que le gouvernement a pu faire au-delà de toutes les contraintes auxquelles nous faisons face en même temps parce que nous pensons et nous sommes convaincus derrière le président de la République que c'est le secteur de l'éducation qui va permettre à notre pays de jouer son rôle clé demain. Monsieur le ministre, merci. Ce n'est pas la première fois que vous vous soumettez à cet exercice de redevabilité. Il y a quelques jours, vous avez réuni les syndicats, les différents syndicats à Mbouela parce que depuis plusieurs années, fort malheureusement, nous sommes coutumiers à des mouvements de grève. Vous les avez réunis pour faire le point notamment des progrès qui ont été accomplis. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs, pour expliquer un peu dans quel environnement nous sommes et les progrès qui ont été accomplis, à la fois pour les élèves, pour les établissements, ainsi que pour les enseignants. Et puis nous aurons l'occasion évidemment d'avoir des questions et nous répondrons aux questions des journalistes. De part et d'autre, il y a donc des tableaux qui pourront vous renseigner de l'un ou l'autre élément. Nous aurons le temps de les commenter avec le ministre de l'EPST. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, d'abord par rapport à l'essentiel de l'information que je peux donner en ce moment, c'est pourquoi j'ai été d'ailleurs invité à participer en rapport avec la prochaine rentrée scolaire qui sera lancée dans la province de Lomami, plus précisément en Gandanjika, le 5 septembre de cette année. Bon, c'est devenu une habitude, à chaque fois qu'une année se ferme et qu'une autre se prépare pour s'ouvrir, les gouvernements se réunissent toujours. Vous savez qu'après la fin de ce système de prise en charge des enseignants par les parents, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités en main, à pouvoir prendre les enseignants en charge, parce que c'est de sa responsabilité,
et que avec les engagements pris, on se retrouve toujours dans un forum pour essayer d'évaluer quel est le degré d'exécution des engagements que le gouvernement a pris en faveur des enseignants. C'est comme ça que il y a 2 semaines, le banc gouvernement s'est retrouvé avec les bancs syndicales dans la province centrale, plus précisément à Mbouela. Pourquoi faire? Juste pour faire l'évaluation de l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris l'année passée en faveur du banc syndical. Vous avez vu, contrairement peut-être aux pratiques précédentes, ce forum n'a pas beaucoup duré, ça a pris juste 1 semaine, parce qu'on est passé en revue tous les engagements que le gouvernement avait pris l'année passée pour voir qu'est-ce qui avait été pris, qu'est-ce qui avait été exécuté, qu'est-ce qui reste à faire. On a fait un tour d'horizon et même les bancs syndicales, de bonne foi, a constaté qu'il y avait vraiment de la part du gouvernement un engagement ferme de pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des enseignants, parce que sur beaucoup d'engagements que le gouvernement a pris, beaucoup d'engagements aussi ont été exécutés. Il nous est resté pratiquement, lorsqu'on a évalué, qu'à peu près 2, soit les deuxième et le troisième paliers. Voilà pourquoi, avec les banques syndicales, nous avons signé les rapports finaux avec toutes les autres qui sont régulièrement constituées, qui fonctionnent officiellement et à la lumière du jour à l'EPST. Parce que, je tiens à le souligner, il y a près de 50 organisations syndicales à l'EPST. Alors, tous ne pouvaient pas prendre part pour ne pas encourager l'illégalité. Nous avons accepté que seules les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées, qui sont en règle avec le ministère de la Justice, en règle avec le ministère du Travail, en règle avec l'EPST, pouvaient prendre part à ces assises. Toutes et sans exception ont pris part et ils ont signé le rapport final. Nous avons décidé de mettre en place une feuille de route pour voir les quelques engagements qui étaient pris et qui n'ont pas été exécutés, pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour que le gouvernement, accompagné du banc syndical par certains partenaires, nous puissions exécuter également. Et au moment où nous clôturions les assises de Mbouela, il s'ouvrait au ministère du Budget la conférence budgétaire. Le ministère du Budget a invité beaucoup de services, beaucoup de ministères pour que chacun vienne inscrire tout ce qu'il a comme priorité dans la loi des finances 2023 qui s'annonce, de manière à ce que les préoccupations des enseignants soient également prises en compte pour que dans le budget 2023, les engagements qui restent en faveur des enseignants soient également inscrits pour que dans le budget 2023, ça soit également exécuté. Non seulement ça a été fait, mais nous allons suivre la situation ensemble avec les syndicalistes eux-mêmes jusqu'au niveau du Parlement pour que les crédits soient suffisamment accordés à l'EPST pour rencontrer les préoccupations du banc syndical. Donc, nous avons donc décidé ainsi et de leur côté aussi, le banc syndical a accepté de pouvoir nous assurer une rentrée scolaire effective, apaisée, qui respecte les calendriers scolaires de manière à ce que ça ne soit pas perturbé. Nous voulons privilégier la qualité des enseignements et des apprentissages. Voilà ce qui a été décidé à Mbouela tout à l'heure, il y a 2 semaines, voulais-je dire, avec toutes les organisations syndicales en règle. Et j'insiste là-dessus, et c'est ce qui a été fait. Vous avez vous-même suivi, et c'est comme ça que ça s'était passé. Très bien. Voilà, merci collègues pour ces mots introductifs pour ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu à Mbouela. Je voudrais juste donner des indications. Vous pouvez voir dans les tableaux à côté, peut-être qu'en accord avec la technique, on peut illustrer, pour voir
les nombres d'écoles qu'il y avait avant la gratuité, après la mise en œuvre de la gratuité. Et aujourd'hui, il y a 23 049 écoles de plus qui ont été faites, qui ont été rajoutées, et avec à peu près 265 000 enseignants qui ont été mécanisés depuis la gratuité. C'est énorme. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à votre disposition pour vous apporter des éléments d'éclairage. Par qui nous commençons? Pichou Mulumba. Merci pour la parole, Excellence. J'ai une préoccupation au ministre de l'EPST. Les travaux d'Embouela, eh bien, vous en parlez déjà. D'aucuns estiment qu'ils sont terminés sur une note mi-figue, mi-raisin. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur les grandes résolutions? Et en d'autres termes, rassurez-vous aux parents qui vous suivent à l'instant que la rentrée scolaire de cette année 2022-2023 sera sans écueil et donc paisible. J'ai une dernière préoccupation au porte-parole du gouvernement. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile, illustrait un affrontement dimanche entre Koulouna dans la commune de Lingouala. Il y aurait un mort et des blessés. Cet affrontement s'est déroulé pendant la finale d'un tournoi organisé par un membre du gouvernement et de surcroît ministre de la Jeunesse. Comment comprendre qu'un tel événement soit organisé sans un dispositif sécuritaire adéquat et pourquoi la police n'est pas intervenue? Merci. Merci, collègue. J'y répondrai à la fin. On va prendre d'abord les questions concernant le sujet principal. Collègue, vous pouvez reprendre. Les assises d'Embouela se sont terminées par une note mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Il y a eu un rapport final qui a été signé, je l'ai dit ici, par toutes les organisations syndicales qui œuvrent au sein de l'EPST. Et en Mbouela, je le répète, on n'était pas allé prendre des engagements envers les enseignants. On était parti juste pour faire l'évaluation sur l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris déjà l'année passée pour voir avant la prochaine rentrée est-ce que tous les engagements pris par le gouvernement étaient exécutés. Alors c'est l'exercice auquel on s'était livré. On a vu que sur presque tous les engagements pris ont été presque exécutés. Il nous est resté, je crois, la question du deuxième et troisième palier. Et c'est ce qui est resté. Et nous avons établi une feuille de route pour voir dans quelle mesure nous pouvons justement exécuter. Donc, ici, rassurer aux parents, et les parents d'élèves le savent, il n'y a jamais eu une année blanche à l'EPST. Même avant nous, il n'y a jamais eu ça. Tout peut commencer avec, comme l'année passée d'ailleurs, il y a eu des mouvements avec les enseignants, mais on a fini toujours par s'entendre et l'année scolaire a eu lieu. Donc les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école parce que ceux qui sont chargés de pouvoir encadrer ces enfants ont été avec nous en Mbouela. Je répète, c'est presque, pas presque, toutes les organisations syndicales étaient présentes et ça s'est bien séparé. Vous n'avez jamais entendu une organisation syndicale sortie de Mbouela contester tout ce qui avait été fait de l'autre côté. Je répète, on n'était pas allé prendre des engagements ou des nouveaux engagements là-bas, mais c'était juste pour évaluer ce qui avait été fait. On n'a pas été... Et les bancs syndicales étaient d'ailleurs satisfaits. Les bancs syndicales, vous avez suivi dans la lecture du rapport final, même dans la déclaration de l'intersyndicale, qu'ils étaient satisfaits du degré de l'exécution d'engagements pris par le gouvernement et conscients que le gouvernement ou les pays, ce n'est pas seulement les PST, il y a d'autres secteurs. Ils ont compris qu'on est sur la bonne voie et ils ont décidé de signer et de garantir la rentrée scolaire effective. Les restes ensemble avec les banques syndicales. D'ailleurs, je vous l'ai dit ici, à la conférence budgétaire, les PST et les banques syndicales, on a été pour inscrire les priorités ou bien les préoccupations qui demeurent encore. Nous l'avons fait, on attend que le budget soit déposé
et dans le cadre du suivi, on les fera au niveau du Parlement et nous aurons suffisamment du crédit pour que finalement les préoccupations qui restent soient réglées. Ici, je voudrais rappeler, Pichu Mulumba, que ce soit pour le président de la République ou le Premier ministre, vous suivez les comptes rendus, il y a une constante, c'est les dialogues. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous aurons toutes les solutions à l'instant T, mais nous sommes disponibles et nous montrons qu'au-delà de progrès qui sont accomplis, notamment pour ce qui concerne les recettes financières et tout le progrès que nous réalisons, ils sont versés et répartis dans des secteurs. Bientôt, nous reviendrons ici avec le ministre de la Santé publique qui vous dira qu'il y a des médecins, à peu près 5000, qui ont été mécanisés. Mais même s'il existe de frustration, il existe l'air des parts et d'autres, mais cela montre justement qu'on a un partenaire qui est disponible, avec qui nous pouvons discuter. Et donc, c'est dans ces climats-là que nous sommes. Nous voulons trouver des solutions pour nous assurer que la rentrée scolaire de cette année soit une rentrée apaisée. Prochaine question, on va prendre Richard Chac, et puis ce sera Madame Rachel Kitita. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Si chacun peut être bref dans ses questions, on va épuiser toutes les questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous recherchez la rentrée apaisée, une rentrée réussite, mais au nom de la paix que vous recherchez, est-ce que vous ne pouvez pas, ne fût-ce qu'accorder une mesure de grâce aux organisations syndicales que vous estimez qui ne sont pas en règle, de participer à ces dialogues, et qui, vous, le gouvernement, d'avoir recruté un club des syndicats qui sont favorables à vous et que vous avez torpillé le dialogue social. Merci. Merci. Il y a une chose, c'est la commission paritaire de l'année passée, avant la rentrée scolaire 2020-2021, a connu près de 1000 participants. 1000. Pourquoi? Parce que on avait ouvert vraiment les portes pour accepter tout le monde. Et finalement, même des enseignants. Il y avait un grand désordre et ça a eu un impact sur le plan financier. Et de deux, les organisations syndicales qui se sont donné la peine de se conformer aux lois du pays se sont plaintes pour dire que le fait d'accepter n'importe quel mouvement, vous vous réveillez le matin, vous apprenez que, bon, il y a l'association syndicale des enseignants du primaire. Et puis, il commence à opérer, il pose les actes, et là, les choses ne pouvaient pas marcher. Ceux qui sont régulièrement constitués sont jaloux de tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour se mettre en règle. Ils n'acceptent pas de se mettre autour de la table avec ceux qu'ils considèrent comme des gens qui sont dans l'illégalité. C'est ça. Donc, cette fois-ci, on a eu un nombre réduit de participants aux assises de Mbouela en fonction de cet indicateur-là, c'est-à-dire les syndicats en règle. Il y a eu au moins 33 organisations syndicales qui sont en règle sur près de 50. Alors, nous avons recruté à peine une année au gouvernement. À quel moment on a recruté des organisations syndicales dont les dates de création ou d'existence sont même au-delà de notre venue au gouvernement. Donc, comment on pouvait, avant même de venir au gouvernement, se créer déjà des organisations syndicales et les projeter dans l'avenir comme si on savait qu'on serait à l'EPST. Donc ça, il ne faut pas suivre. C'est justement, vous avez que ceux qui sont effectivement dans l'illégalité, ils ne sont pas nombreux, vous allez suivre. Vous avez par exemple quelqu'un qui est dans l'administration publique, un directeur de la fonction publique affecté à l'EPST, mais qui réunit les enseignants et qui décrète la grève. Dites-moi, les engagements qui sont pris en Mbouela, c'est en faveur des enseignants. Ce n'est pas en faveur des cadres et agents des services publics de l'État. Parce qu'ils ont leur organisation syndicale. Et vous allez suivre quelqu'un comme ça? Donc là, vous n'allez pas suivre ça. Retenez que toutes les organisations syndicales en règle, il y en a eu 33 qui ont participé aux assises de Mbouela, ont signé le rapport final et on a évolué. Donc tout le reste,
nous invitons ceux qui ne sont pas en règle de pouvoir se mettre en règle. C'est tout ce qu'on demande. Ceux qui veulent participer aux discussions avec le gouvernement, ils n'ont qu'à se mettre en règle et venir nous rejoindre autour de la table. Parce que dans tous les cas, le dialogue est permanent, comme les collègues venaient de le souligner. Et d'ailleurs, la loi cadre sur l'enseignement national de 2014 inscrit en lettres d'or les principes partenariaux comme mode de gestion à l'EPST. Donc les partenaires, ce n'est pas seulement les enseignants, vous avez la société civile, vous avez l'association des parents, ainsi de suite. Donc le dialogue est permanent à l'EPST et c'est même un principe inscrit dans la loi. Voilà, Madame Rachel Kitstan. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, on sait que depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, vous avez, et vous faites encore, la ronde des provinces de la RDC, mais ces itinérances vous ont permis de cerner les problèmes qui minent l'enseignement en République démocratique du Congo, notamment la qualité de l'enseignement, les conditions d'études des élèves. Quelles sont les réponses appropriées que vous avez déjà apportées, notamment la question de pas une école sans bancs. À combien d'écoles avez-vous déjà distribué des bons et combien de bons sur toute l'étendue du territoire national? L'autre question, c'est en rapport avec les discussions de Mbouela. Est-ce que vous ne craignez pas que ces organisations non en règle deviennent l'épine dans votre échelle pour que, à la veille ou même à la rentrée scolaire, qu'il y ait des mouvements, des revendications et même des mouvements de semblant de mouvements de grève, les dispositions que vous avez prises à ce sujet? La gratuité de l'enseignement, cette année, vous attendez combien d'élèves, puisque déjà en interne, il y a des politiques qui estiment que c'est un échec, cette gratuité de l'enseignement. Une dernière question, c'est en rapport avec la publication des résultats des examens d'État. Mais cette année, pourquoi le retard observé dans la publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022? D'accord, merci. Je voudrais que, pendant que le collègue sera en train de répondre, que la technique puisse nous balancer le tableau droit à la télé, comme ça les gens pourront se rendre compte des progrès enregistrés depuis justement la mise en place de la gratuité, qui montre les indications sur notamment les frais des fonctionnements, comment ils ont évolué jusqu'à atteindre 344%. Allez-y, chers collègues. Voilà, la question sur les itinérances. En 9 mois, nous avons fait les tours du Congo, nous avons fait les tours dans les 58 provinces éducationnelles de l'EPST sur instruction du chef de l'État pour aller palper du doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, les conditions socio-professionnelles des enseignants et les conditions des enseignements et des apprentissages des élèves. Alors, en ce qui concerne la gratuité, je peux vous assurer avec les principes de travailler sur terrain et en contact permanent avec nos cadres provinciaux, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire. Je l'ai dit, sans peur d'être contredit ici, la gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques, parce que la gratuité c'est au niveau primaire et c'est la gratuité primaire. Selon la Constitution, ce n'est pas la gratuité de l'enseignement de base, parce qu'on confond toujours primaire et enseignement de base. L'enseignement de base, ça implique la 7e et la 8e, ce n'est pas concerné par la gratuité, c'est la gratuité de l'enseignement primaire, c'est ce que la Constitution dit. Et cette gratuité-là, c'est dans les établissements publics et non privés. Et même du côté établissement public, il faut toujours préciser les établissements primaires publics mécanisés. Parce que ce sont ces établissements-là qui sont reconnus et pris en charge par les pouvoirs publics. À part l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, nous avons lancé, sur instruction du chef de l'État, la campagne « Pas une école sans banc ». Il fut un moment où on balançait sur les réseaux sociaux des écoles où les enfants étudiaient même les sols. Et quand on voyait cela, les mauvaises langues et les médias de la haine relayaient pour indiquer que la gratuité avait échoué, comme si la gratuité avait les liens avec les bancs. C'est de la confusion. La gratuité, c'est la suppression
de paiement de tous les frais, quelle que soit leur nature, au niveau primaire. C'est ce que veut dire la gratuité. Lorsqu'on veut dire est-ce que la gratuité a réussi ou pas, il faut voir est-ce qu'au niveau des écoles primaires publiques, on continue à payer les frais scolaires, oui ou non. Si c'est non, alors la gratuité a réussi, je vais y revenir. Alors, la question des bancs, les élèves qui étudient à même les sols, encore que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque, une fois j'ai vu sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai posé la question, une école déjà créée par un arrêté de 1984. Ce gouvernement n'était pas encore en place. Félix Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Alors, s'il faut reprocher cette situation-là, c'est à nos prédécesseurs. Mais voilà, fort de ces constats-là, le chef de l'État a instruit que pour élever la qualité des enseignements et des apprentissages, le niveau de nos enfants, il faut faire tout pour que cette situation cesse. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Et dans le cadre des itinérances, dans nos 58 provinces éducationnelles, parce que les PC, ce sont les provinces éducationnelles, nous avons lancé la campagne. Et à l'occasion de cette campagne, le FPF, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, nous a appuyés, parce que c'est un organisme d'appui à notre système éducatif. Nous avons symboliquement remis au moins 1000 bancs dans chaque province éducationnelle. Ce n'est pas notre rôle de distribuer les bancs. Le ministre national est là comme pouvoir organisateur du sous-secteur de l'EPST. Ce n'est pas pour distribuer les bancs. La question de construction des écoles, la question de réhabilitation des écoles, des infrastructures, les bancs, c'est une question qui relève des prérogatives des provinces. Il faut le dire. Et à l'occasion des itinérances, nous avons eu l'occasion de rencontrer les gouverneurs, les gouvernements provinciaux, pour leur demander de prendre à main leurs responsabilités. Le ministre national descende sur l'institution du chef de l'État et la supervision du Premier ministre pour commencer à distribuer les bancs dans les écoles. Ça, ce n'est pas le rôle du ministre national. Mais c'était juste une campagne de sensibilisation, mais accompagnée de quelques dons de ces bancs, pour que les provinces récupèrent cette situation-là, de manière à ce que les gouvernements provinciaux puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas une école où les enfants étudient même les sols. Deuxième intervention, c'est les chefs d'établissement. Le gouvernement, les écoles primaires, nous payons les enseignants, nous payons également les frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement reçoivent, j'en parlerai tout à l'heure, quand on a augmenté les frais de fonctionnement, on nous a dit non, mais pourquoi vous augmentez? Les chefs d'établissement en font leur deuxième salaire. Alors, maintenant, nous avons instruit, dans le cadre de nos itinérances, qu'à la fin de chaque mois, dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement perçoivent, ils doivent réserver une quotité pour la fabrication des bancs. Et d'ici 3 mois, 6 mois, nous allons évaluer. J'ai instruit également aux provinces de sous-provinces de suivre de manière à ce que chaque chef d'établissement, au prorata des frais de fonctionnement qu'il reçoit, de fabriquer les bancs, et que d'ici 6 mois, on ne veut pas voir encore des écoles où les enfants étudient à même les sols. Et ce que nous avons constaté dans le cas de nos itinérants, c'est l'effectivité de la paye des enseignants. Souvent, quand vous apprenez que, bon, dans tel coin, l'enseignant n'a pas accédé, n'a pas eu accès à son salaire, vous entendez les médias de la haine dire la gratuité. Non, mais la question de la paye et la gratuité, c'est le jour et la nuit. Il y a un écart du ciel et de la terre. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas mélanger. C'est l'eau et l'huile. Alors, la question de la paye des enseignants, encore que je souligne ici que l'EPST ne paye pas les enseignants. Ceux qui payent sont connus. Il y a des services qui sont chargés de la paye au niveau des budgets des finances. L'EPST se limite à préparer les états de somme. Après la mise à jour chaque fin du mois, l'effectif d'enseignants, l'effectif d'agents et les états de somme, on dépose acquis des droits pour qu'ils soient payés. Et quand l'enseignant ne touche pas son salaire, pas du fait du gouvernement, parce que même si j'ai cité les budgets et les finances, pas du fait du gouvernement, mais du fait des opérateurs qui sont engagés dans la paye. Vous savez qu'avec la bancarisation, les salaires passent par les banques. Mais vous avez les opérateurs comme toutes les banques commerciales que vous connaissez, c'est par eux que les salaires des enseignants passent. Et il y en a qui ne sont pas efficaces dans certains territoires. Quand l'enseignant ne touche pas, il y a un problème.
c'est le problème de l'effectivité de la paie, ce n'est pas la gratuité. Alors, soit cet opérateur-là n'est pas efficace, il faut remplacer par un autre. Vous avez d'autres opérateurs comme Caritas qui nous aident également et nous accompagnent dans la paie. Et quand ça arrive, souvent les enseignants décrètent la grève sans identifier d'abord la cible. C'est comme ça qu'avec les itinérances, on leur a fait comprendre qu'attention. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le SECOP a mis en ligne un outil de suivi de la paie. Au jour d'aujourd'hui, un enseignant, partout où il se retrouve, il peut juste prendre son téléphone, accéder dans cette application, il verra à quel niveau se situe la paie. Il y en a qui vont même en grève alors que les fonds sont déjà logés dans la banque, opérateur qui doit payer, mais vous allez en grève. Allez à la banque, exigez la paie. Et voilà ce qui se passe, c'est cela. Mais nous avons proposé une nouvelle cartographie des opérateurs de paie parce qu'il y en a qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas bien installés dans certains coins. Malheureusement, en 2010, il y a eu la bancarisation sans se rassurer de la présence des banques partout. Et c'est ce qui nous dérange aujourd'hui à l'EPST. Dans certains territoires, les salaires sont devenus trimestriels au lieu qu'ils soient mensuels. Trimestriels, non pas parce que le gouvernement est en retard, mais parce que le gouvernement disponibilise les fonds. L'opérateur qui perçoit les fonds, il attend réunir une grosse somme, par exemple, même 3 mois, pour qu'il descende finalement payer le coût de convoyage. Et c'est ce qui arrive des fois. Voilà les problèmes que nous avons connus et nous avons proposé aux collègues qui s'en occupent une nouvelle cartographie pour un nouveau redéploiement de manière à ce que la paie des enseignants soit régulière. Gratuité, échec. On a entendu cela par les canaux de ce que moi je considère comme les médias de la haine. Et retenez ceci. La gratuité a été décrétée en 2019. C'est-à-dire, cette gratuité, comme je l'ai souligné, primaire, publique, elle est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Mais elle a été rendue effective en 2019. Combien d'années après? Par une décision courageuse du président de la République, il a décrété l'effectivité de la gratuité. Et au moment où il décrétait la gratuité, nous avions 14 319 487 élèves dans les écoles primaires publiques. Deuxième année scolaire, 2019-2020, la première année vraiment de la gratuité, on est passé de 14 millions à 16 668 703 élèves. Il y a eu plus de 2 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Voilà 2 millions d'enfants qui étaient exclus du système éducatif. Grâce à la gratuité, ils ont regagné les parcours scolaires. On va vous dire, Tshisekedi ne fait rien, le gouvernement des incompétents. Mais avec le gouvernement des incompétents, avec un président qui ne fait rien, 2 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Mais depuis 2006, personne n'a été capable de décréter l'effectivité de la gratuité. Vous prenez la deuxième année scolaire, c'est de 2020-2021. On est passé de 16 millions à 17 941 415 élèves l'année qui vient de s'achever. Donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires par Félix Tshisekedi par sa volonté, et puis on va vous dire, il ne fait rien, mais au moins 4 millions ont regagné les parcours scolaires, ils étaient exclus avant. Gouvernement des incompétents, 4 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Et on va vous dire que la gratuité a échoué. Mais avec la gratuité, il ne faut pas confondre les effets induits. Je l'ai dit, le paiement des enseignants, les enfants qui étudient même les sols, ça, ce n'est pas la gratuité. C'est lié aux effets induits, c'est lié à la qualité. Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des situations que nous avons héritées. Ça date de longtemps. Je ne vais pas aller loin. Par exemple, le premier effet induit de la gratuité, c'est le surpeuplement des élèves, des enfants dans les salles de classe. Depuis que ce gouvernement est en place, aujourd'hui, plus d'une année, quelques mois, de 2019 à 2022, nous avons construit au total, ça c'est déjà construit, 373 écoles. 373 écoles en une année, quelques mois. Les 198 écoles dans le cadre du programme de 100 jours, 25 écoles dans les Kasaï financées par l'ONG Cordaït
et 150 écoles par le Fonds social de la République. Au total, 303 écoles. Ça, c'est l'initiative au niveau national. Mais je ne vais pas d'abord compter au niveau provincial. Quand vous allez dans les Lualaba, dans les Haut-Katanga, il y a des écoles qui sont construites avec les fonds miniers. Ça, c'est les initiatives des provinces. Pour vous dire que nous sommes en train de travailler, ça, c'est déjà ce qui est achevé. Mais vous avez des projets en cours. Nous avons un projet de 200 écoles qui est en cours. Nous avons un deuxième projet de construction de 150 écoles techniques en cours. Et nous avons également un autre programme très ambitieux de 145 territoires qui prévoit la construction d'au moins 8 écoles par territoire. Quand vous totalisez, et si ce programme démarre, on aura au finish au moins 800 écoles également qui seront construites. Voilà déjà ce qui est déjà fait et c'est du concret. Ce n'est pas de la démagogie. Donc, quand vous entendez des déclarations du genre « la gratuité a échoué », alors soit on ne sait pas ce que signifie d'abord la gratuité, ou on n'a pas de données, il faut commencer par s'informer. Donc, on peut encore douter de tout, douter, je ne sais pas moi, mais on ne doutera jamais de la gratuité. Dans ce pays, c'est devenu très effectif. Pour finir avec les ex-États, le retard est justifié. Nous avons, dans le cadre de cette année, mis en œuvre une des grandes réformes qui est prévue également par la loi cadre sur l'enseignement national, le TENA-SOSPE. Aujourd'hui, nous avons finalement 3 épreuves. Vous avez les TENA-FEP, les TENA-SOSPE et les examens d'État. Ces 3 épreuves se sont passées presque au même moment. Et quand ça termine, il faut s'occuper de la correction et de la publication en même temps. Et ce sont les mêmes opérateurs qui s'en occupent. C'est ce qui a justifié un peu de retard. On est allé jusqu'à 20 jours au lieu d'une semaine, mais dans tous les cas, nous avons déjà commencé la publication déjà des résultats. Et demain déjà, il y a 5 provinces qui seront encore, qui sont concernées par la publication. Et après-demain, 5 autres provinces. Donc, c'est presque dans l'intervalle de chaque jour, d'un jour, nous avons la publication des examens d'État et ça évolue. Donc voilà, on va prendre la prochaine question tout en sachant que le collègue a déjà épuisé beaucoup de préoccupations. Mais je voudrais rappeler une chose. La volonté politique de parvenir à la gratuité dépasse tous les écueils que nous rencontrons. Parce que comme le collègue l'a rappelé, c'est depuis 2006 qu'on a promulgué la Constitution par le président Kabila. 13 ans plus tard, on n'avait pas toujours commencé. Alors il y a toujours un débat à faire pour dire, bon, on n'est pas prêt. Mais à quel moment on aurait pu être prêt? Parce que j'ai l'impression que parfois, lorsqu'on parle, on fait des incantations parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de nos défis. Peut-être qu'il y a un tableau qui va l'indiquer tout à l'heure. Combien d'élèves avons-nous qui ont accès à l'école? Vous avez vu, en 2 ans, on a pu atteindre 4 millions d'enfants en âge de scolarité. Lorsque vous amenez 4 millions d'enfants à l'école, vous avez d'autres défis qui viennent avec. Le premier défi, c'est qu'ils doivent accéder à l'école. Il faut la qualité, donc améliorer la qualité des enseignements qui sont donnés. Ça signifie qu'il faut recruter les enseignants, il faut les former, il faut qu'ils soient payés et il faut rapprocher les écoles des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui font 5 à 10 km pour atteindre une école à pied. Imaginez un enfant qui fait 20 km. Quel sera le rendement de cet enfant? Donc, et nous faisons face à tous ces défis, comme les collègues l'ont si bien démontré en même temps. Autant on mécanise les enseignants, ça veut dire qu'ils commencent à être budgétisés et payés, autant nous construisons des écoles, autant nous nous assurons que les enfants sont formés, autant nous nous assurons que les enfants sont soignés. Peut-être que le collègue reviendra dessus, notamment sur l'implantation de la mutualité de l'enseignement primaire à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle communément MESP. Mais si vous faites un petit tour au MESP, vous allez voir que la plupart des maladies qui sont soignées là-bas, c'est des maladies de 3e âge parce que le métier n'est pas attrayant. Mais pour rendre les métiers attrayants, il faut nous assurer que les conditions sont améliorées. C'est pour ça que presque régulièrement, en tout cas au moins 2 fois le mois en Conseil de ministres, les secteurs de l'éducation, que ce soit enseignement supérieur ou enseignement primaire et même formation professionnelle et la santé, pour nous assurer que nous préparons notre avenir en fonction des moyens de bord. Alors, comme j'aime à le dire,
vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté d'échanger. Et il y a aujourd'hui des indications qui les démontrent. Collègues, il faut peut-être qu'on soit plus disponible pour donner régulièrement la bonne information. Toujours pour ce que vous qualifiez en guillemets des médias de la haine, il est possible justement que dans ces médias, la bonne information arrive. Je suis sûr que haine changera en amour. On va prendre la question. Peut-être, s'il vous plaît, collègue, si vous permettez. Je vous en prie, chers collègues, avant de prendre la prochaine question. Commenter brièvement les tableaux là. C'est vrai, des fois on nous reproche par certaines personnes, quand vous expliquez ces choses, on vous dit, mais vous ne communiquez pas. Non, nous communiquons. Nous mettons beaucoup de moyens dans la communication. Pourquoi j'ai dit médias de la haine? En fait, vous pouvez tout faire. Tout ce qui est blanc, ils ne verront que les noirs. Vous n'allez pas les convaincre. Vous ne pouvez Donc, pas compter voilà, sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. de mauvaise foi. Au moment où nous parlons ici, rien que sur la mutuelle de santé des enseignants, nous arrivons au gouvernement, état de lieu établi, la mutuelle de santé des enseignants a 10 ans d'existence, mais elle n'est basée qu'à Kinshasa. Au moment où je vous parle, une année après, nous avons installé la mutuelle de santé des enseignants au Kassai oriental. Au moment où nous parlons, la vice-ministre Aminata est à Kisangani. Hier, elle a installé la mutuelle de santé des enseignants de Kisangani. Elle est en route vers Kinshasa parce qu'elle répare pour Chikapa pour installer la mutuelle de santé des enseignants à Chikapa. Et après Chikapa, elle va se rendre au Nord Kivu. Donc voilà le déploiement de la mutuelle. 10 ans après, il a fallu que le gouvernement Sama Lukonde arrive. Il a fallu que l'impulsion du chef de l'État, Félix, ça, on vous dira que vous ne faites rien. Regardez les tableaux. Regardez les tableaux. Tout ce qui a été fait jusqu'ici. Le nombre d'écoles. Dans notre pays, avant la gratuité, nous avions 41 739 écoles. 41 739 écoles dans notre pays. Avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, nous sommes passés de 41 000 à 64 788 écoles. Donc, en une année, nous avons pris en charge 23 049 écoles, avec un taux d'accroissement de 55%. Les effectifs des agents. Avant la gratuité, on n'avait que 410 259 enseignants. Aujourd'hui, on est passé de 410 000 à 675 609. Donc, on a mécanisé en une année, avec Félix Tshisekedi, 265 355 enseignants pris en charge, avec un taux d'accroissement de 65%. L'enveloppe mensuelle des salaires des enseignants, on est passé de 71 milliards à 213 milliards. Donc, un taux d'accroissement de 204%. Alors, socio-professionnelle des enseignants, nous sommes passés de 168 000 francs, 168 000 francs à 381 000 pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa. Mais pour ceux du primaire seulement, Lubumbashi, Kinshasa, on est passé de 168 000 à 431 577 000 francs. Bon, vous allez me dire que c'est pas demande de regarder seulement d'où nous venons, regardez les pas que nous avons franchis en une année. Et lorsque nous disons, avant la gratuité, de 1960 à 2018, combien de présidents se sont succédés? Nous n'avions que 168 728. Mais il a fallu une année seulement pour qu'un seul d'entre eux nous donne le double de ce que les autres avaient accordé pendant plus de 60 ans. Vous avez les frais de fonctionnement des enseignants. Non, le tableau est là, vous pouvez voir. Lorsque nous arrivions au pouvoir, les écoles au niveau de l'EPST sont réparties en 4 catégories. Il y a des écoles de la première catégorie dont les salles de classe vont d'1 à 11 classes. Toutes ces écoles avaient les frais de fonctionnement forfaitaires de 45 000 francs. Une école de 11 classes, 45 000 francs. Nous avons ramené cette école de 45 000 francs à 200 000 francs. Donc on a ajouté 155 000 francs. Quelqu'un dira, mais vous passez à la télé pour parler de 155 000 francs. Mais c'est combien d'écoles? Comptez les 155 000 francs multipliés par
64 788. Vous savez, ça peut même affaisser le budget de l'État et tous les autres ministères peuvent fermer les portes. Donc vous prenez une deuxième école de 12 à 18 classes qui recevait 45 000 francs les mois. Aujourd'hui, ces écoles-là reçoivent 420 000 francs. On a ajouté 375 000 francs. Troisième catégorie d'écoles, ce sont les écoles qui ont 19 classes ou plus, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on a accordé à ces écoles-là 620 190 000 francs. Donc on a ajouté 575 190 francs. Enfin, vous avez les écoles de prestige, les Boboto, les Bosangani, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ces écoles touchent 2 450 000 francs. Donc on a ajouté 2 405 000 sur ces écoles. On vous dira qu'on ne fait rien. Alors, voilà tout ce qu'on a réalisé et c'est résumé dans ces tableaux et ces chiffres à l'appui. C'est comme ça qu'à l'EPST, on ne vient pas débattre verbalement. Il faut amener les chiffres. Les chiffres sont là. Vous n'êtes pas d'accord, amenez les vôtres. Comme ça, on peut engager les débats sur la gratuité, sur les conditions socio-professionnelles des enseignants. De toutes les façons, Monsieur le ministre, nous, pour les débats, nous sommes prêts parce que nous voulons faire la politique différemment. N'allez pas dans des incantations, dans des suppositions, dans des insultes. Venez questionner nos choix. Dites qu'on n'a pas fait des bons choix. Présentez vos alternatives et j'espère que vous, les médias, vous serez en mesure d'accueillir des débats de qualité. Parce que lorsqu'un ministre d'État va venir pour répondre à vos discussions, il faut que les débatteurs se mettent à niveau, que les débatteurs ne viennent pas avec des questions subjectives. Dans tous les cas, dans ce pays, il y a eu même des gens qui étaient emprisonnés. On parlait des écoles fictives, enseignants, agents fictifs. La Banque mondiale qui a envoyé une audit international pour auditer les fichiers SECOP. Les fichiers SECOP. Et la mission a rendu son rapport pour dire que le taux de non-conformité à la réalité du SECOP est inférieur et la Banque mondiale a accordé 185 millions. Et au moment où je parle, ce n'est pas des chiffres qu'on déclare, c'est entré dans les trésors publics pour féliciter les SECOP, féliciter les PST, les gouvernements pour le travail abattu. Vous pouvez ne pas accepter, mais nous, on a enregistré 185 millions. Et on dit qu'on fait... Vous avez suscité les débats, Monsieur le ministre. On va prendre 3-4 questions pour terminer. Bon, Paul Matendo, Dadi, avancez. Et puis on prendra Izuba et puis on reviendra de ce côté pour terminer. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Tony Mwaba, les organisations syndicales... on va continuer à en parler. Maintenant que nous sommes ici, il y a une d'ailleurs qui est en gestation, les inspecteurs de l'EPST. Peu avant la clôture de l'année scolaire, ils revendiquaient le paiement des primes de correction des sessions 2020-2021. Comment s'est soldée cette situation exactement? Monsieur le ministre des Médias, une question d'actualité. Il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés il y a 5 ans, ils réussissent à un test. Jusqu'aujourd'hui, il semble qu'ils n'ont pas encore été affectés. Donc ils attendent la mise en place. Pourquoi ça traîne? J'y répondrai à la fin, comme la question sur les Kuluna. Collègue, allez-y. D'accord. Bon, comme je l'ai dit, vous dites que certaines organisations syndicales sont en gestation. Donc, une organisation syndicale peut naître aujourd'hui, mais ne peut pas prendre part à la table des négociations avec les bancs gouvernements, au même titre que les autres, si elle n'est pas régulièrement constituée. Donc c'est le retour à la légalité. Donc nous sommes engagés sur l'instruction du chef de l'État dans la politique du redressement de notre sous-secteur. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de mots qui ont été décriés, mais aujourd'hui, on est engagé dans les redressements. Dans notre pays, je vais vous le dire d'ailleurs, ce que vous entendez, pouvoir, opposition, majorité, ce sont des logos. Aujourd'hui, il n'y a que 2 camps. Les camps de ceux qui aiment les changements et les camps de ceux qui ne veulent pas du changement. Donc, nous sommes engagés dans les changements. Ceux qui sont véritables dans notre pays vont soutenir ce gouvernement, vont soutenir les chefs de l'État. Et très souvent, regardez tout ce qu'on a réalisé ici.
On n'a jamais vu une organisation syndicale passer à la télé pour dire merci au chef de l'État, merci au gouvernement. Non. Et c'est dans la nature humaine. On pense moins à ce qu'on a, on pense toujours à ce qui nous manque. C'est ça le problème. Et commencer aussi à parler de ce qu'on a réalisé. Mais comme vous ne le faites pas, nous nous en occupons nous-mêmes maintenant, nous allons vous le faire savoir. Nous allons vous le faire savoir. Les inspecteurs, les mêmes inspecteurs doivent vous dire qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement, par mon canal et dans mon secteur, nous avons engagé pour solliciter le paiement de ce qu'il revendiquait, la prime pour fonction spéciale et spécifique, c'est déjà fait, qu'ils vous le disent. Deuxièmement, il y a eu des revendications des cadres et agents du secrétariat général qui revendiquaient la prime d'encadrement de la paye. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a déjà engagé et les dossiers connaît maintenant son cours normal. Est-ce qu'ils sont revenus pour vous dire que le gouvernement a engagé les dossiers de formation? Et donc, c'est un gouvernement qui est très réceptif à tout ce qu'il y a comme revendication sociale. Des fois, vous faites ça, vous augmentez les salaires, mais les gens vous disent, et les social du Congolais. Mais l'augmentation des salaires, c'est le social. Quand on accorde les primes pour fonctions spéciales et spécifiques, les primes d'encadrement de la paie, qui bénéficient aux enseignants, c'est le social du Congolais. Allez dans nos territoires, vous verrez que ceux qui prennent en otage même les terrasses, donc ce sont les enseignants aujourd'hui. Nous nous battons pour que la fonction enseignante, on n'a pas encore atteint l'idéal. Je suis conscient, et le gouvernement est conscient, c'est l'horizon vers lequel on progresse. Observez juste la marche. En une année, on a fait presque ce que les autres n'ont pas fait pendant 18 ans, s'il vous plaît. Et donc, les chiffres sont là. Si vous n'êtes pas d'accord, amenez les chiffres, on va débattre. On est ouvert au dialogue, on est ouvert, n'est-ce pas, à la discussion. Donc voilà ce qui a été fait déjà avec les inspecteurs, les agents et cadres de l'administration publique et les enseignants. Et c'est ça aussi, et d'ailleurs c'est ça même le social des Congolais. Voilà, Dadi Songozo, une question. La première question s'adresse au ministre de l'EPST. Vous avez préféré ici parler de chiffres. Vous avez évalué les accords de Mboula Lodge, vous l'avez dit. Vous pouvez aujourd'hui nous dire de façon claire ce que prévoyait le premier palier des accords de Mboula Lodge. Quand je me souviens qu'au mois de mai, il y a eu un mouvement d'arrêt de travail dans les écoles publiques de l'État, principalement les écoles conventionnées catholiques, prises en charge par l'État. Quand je compare le tableau sous mes yeux et ce que j'avais en termes d'information, je constate que presque beaucoup de choses, en fait, rien n'a changé. J'avais 350 000, ce que l'enseignant m'avait montré, en termes de ce qu'il recevait, et qu'ils attendaient au moins 400 000, selon ce qu'il me disait. Vous allez essayer de me contredire ou de 400 000 équivalent de $200, et que le deuxième palier, c'est 400 $. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire avec certitude que le premier palier est exécuté? L'autre question, c'est par rapport à la prime de gratuité. Ça crée beaucoup de problèmes dans les écoles. Certaines écoles estiment qu'elles sont les mal aimées. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi certaines écoles perçoivent ces primes de gratuité et d'autres non? Je termine ma question avec le porte-parole du gouvernement. Il y a 8 ONG du secteur environnemental, principalement, dont Greenpeace, dont les membres estiment qu'ils font l'objet de menaces. Et aujourd'hui, nous posons la question au ministre du gouvernement, et c'est par rapport au bloc pétrolier. Voilà, blocs pétroliers et gazeux qui sont mis en vente ou en enchères. On a lancé l'appel d'offres. C'est par rapport justement à ces dossiers-là qu'ils font l'objet de menaces. Est-ce que vous êtes au courant et comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour sécuriser, n'est-ce pas, ces membres de Greenpeace et autres? Merci. Merci. Avant que le collègue ne réponde, je suggère qu'on enregistre comme ça, il répond une fois pour toutes.
On termine au moins de ce côté avant de passer de ce côté. On prendra 2 questions de ce côté. Allez-y rapidement, Edouard. Merci beaucoup. Beaucoup d'élèves, Monsieur le ministre de l'EPST, attendent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont passé les tests de TENA-SOSPE. Jusque-là, les résultats font tarder les choses. Et deuxièmement, c'est en rapport avec la lutte syndicale ici, la compréhension, en fait, si j'ai compris, le souci des collègues à chaque fois de revenir à cette question. Ici, il s'agit en fait des figures, des proux, les figures syndicales connues, en fait, qui regrettent le fait de n'avoir pas pris part. Bon, ces figures-là, depuis que nous sommes nés, on connaît qu'ils ont fait les PST et tout ça. Bon, la crainte peut-être, c'est ça, en fait. Et comment vous répondez à ces figures-là? Ils ont quand même, depuis longtemps, œuvré dans ces domaines. Merci. Collègue, vous pouvez répondre avant qu'on prenne les questions de l'autre. Bon, je commence par la dernière intervention. TENA-SOSPE, je l'ai expliqué, on a connu un retard parce que c'est au même moment qu'on a eu 3 épreuves. TENA-FEP, TENA-SOSPE, examen d'État. Et déjà, les résultats, on est en train déjà de livrer. Donc, c'est une question qui est en train d'être déjà vidée. Je ne comprends pas une chose ici. Nous sommes dans un État qui se le matin, vous apprenez qu'il y a des gens qui chantent dehors. C'est quoi? Bon, un mouvement syndical vient de naître immédiatement avec des revendications immédiates. Mais nous sommes dans un pays qui a des lois pour œuvrer comme organisation syndicale. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière à ce que votre voix soit entendue? Et ce que vous dites là, interrogez les 33 syndicats qui sont en règle. Ils sont même jaloux. Ils ne peuvent pas accepter de siéger avec les autres. C'est un détail, vous dire que c'est les syndicats en règle qui ont refusé que ceux qui ne sont pas en règle puissent entrer dans la salle, accéder à Mbouela. Parce que la liste des syndicats qui est en règle existe, elle est au secrétariat général. Ils ont obtenu ça, et même se sont organisés pour que ceux qui ne sont pas en règle ne puissent pas accéder. Ça, c'est déjà la légalité. Et si on se veut ordonner dans un état de droit, je crois que tout le monde devrait soutenir et non pas soutenir les antivaleurs. Figure, oui. Mais comprenez maintenant que ceux qui n'ont pas pris part dans les assises de Mbouela ne sont pas en règle. Nous parlons en termes d'organisation syndicale, on ne parle pas en termes de figures, on ne parle pas en termes d'individus. J'ai demandé la liste au secrétariat général, on vous transmet la liste, voir si elle est en règle avec la justice, le ministère du Travail, les PST, et puis les gens accèdent. On ne parle pas ici en termes de figures. Et puis de deux, parmi certaines figures, je vous l'ai dit, ça c'est une messe des enseignants. Je vous ai dit tout à l'heure que les inspecteurs ont eu leurs revendications, nous avons répondu, ils réclamaient la prime pour fonction spéciale et spécifique, même les cadres et agents de l'administration publique pour la prime de l'encadrement de la paye. Vous voyez que c'est 3 sections différentes. Alors comment un directeur dans l'administration publique peut se retrouver diriger une organisation syndicale des enseignants? Et c'est un directeur de la fonction publique qui décrète la grève. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes parent. Dans tous les cas, Mbouela a déjà produit un rapport, tout le monde a été d'accord avec ce que le gouvernement avait été même remercié à Mbouela par rapport au degré d'exécution de ses engagements, et les enseignants sont d'accord que le gouvernement est de bonne foi. Et cette histoire de lier toujours Mbouela à la rentrée scolaire, on en a parlé à Mbouela, il faut arrêter ça. Le dialogue est permanent, qu'il y ait rentrée scolaire ou pas, on est obligé de rester en contact permanent et dialoguer avec les syndicalistes. On ne doit pas tout lier à la rentrée scolaire. Et je vous rappelle ici que aucune rentrée scolaire, qu'elle ait mal commencé ou pas,
n'a raté ou n'a conduit à une année blanche. Donc, déjà, on a pris les précautions, les banques syndicales et le gouvernement se sont mis d'accord, il y aura rentré les 5. Donc, ceux qui évoluent en marge de la loi seront pris en charge par les instances judiciaires qui sont appelées à rétablir l'ordre et la justice. Et d'ailleurs, du point de vue syndical, ce sont les vrais syndicats, ceux qui sont vraiment organisés correctement en fonction de nos lois, vont s'en charger. Et ce que je voulais vous demander sur cette question, c'est de demander tout simplement à ces organisations syndicales qui ne sont pas en règle. Quoi de plus normal de se mettre en règle? C'est bien d'être une figure connue, mais il faut montrer un exemple. Mettez-vous en règle et rejoindre le groupe de ceux qui sont en règle pour discuter de façon permanente avec le gouvernement. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de se mettre en règle ou de décréter la grève. Prime de la gratuité. Vous savez, je ne vais pas donner l'historique pour ne pas trop perdre du temps. La prime de la gratuité avait été accordée dans les assises d'Mbouela l'année passée. Encore qu'il faut souligner des engagements avec les banques syndicales. C'est la première fois, je crois, l'année passée, on est parti à Mbouela pour évaluer les engagements que le gouvernement avait pris à Biboua. À Biboua, en novembre 2019, les banques gouvernement, et c'est le gouvernement Ilunkamba, qui avait pris des engagements envers les enseignants. Premier palier, deuxième palier, troisième palier. Les engagements étaient pris à Biboua en novembre 2019. Novembre 2019, vous n'avez pas vu le Premier ministre Sama Lukonde, vous ne m'avez pas vu ici, vous n'avez pas vu les collègues dans ce gouvernement-là. Les engagements étaient pris, mais non exécutés. Mais c'est avec notre gouvernement, nous avons hérité ces situations et nous commençons finalement à exécuter ces engagements. Tout ce que nous faisons en Mbouela, c'est par rapport aux engagements qui étaient pris en novembre 2019 par le gouvernement Ilunkamba. Il était convenu, le premier palier, ça a été payé, parce qu'aujourd'hui, nous parlons du deuxième, le troisième de 250. C'est les deux questions qui restent, qui ont été versées finalement dans la conférence budgétaire, qui seront dans le budget 2023. Je l'ai dit ici, les chiffres que vous minimisez, regardez l'évolution. Un enseignant qui avait 155 000 francs, il est soit à 321 000 ou 371. Il y a un peu de disparité. Et souvent on nous dit, il y a disparité salariale. Les salaires des enseignants restent les mêmes, les salaires de base. La différence, c'est les indemnités de transport et les indemnités de logement. C'est comme ça que vous voyez un peu de différence. Un enseignant qui est à Kinshasa, on sait tous que les loyers coûtent plus cher à Kinshasa que si, par exemple, tu es en Ngandajika. Les loyers en Ngandajika et à Kinshasa, vous n'allez pas comparer ça. C'est ces indemnités-là de transport et de logement qui font un peu la différence. Mais voilà que les enseignants des territoires, ils ont dit, bon, ils sont en ville, mais nous aussi on est en brousse. Ils ne connaissent pas aussi la souffrance que nous connaissons en brousse. Voilà pourquoi ils ont revendiqué la prime de la brousse, 50 000 francs. Mais la prime de la bourse avait été payée. L'engagement pris en novembre 2019 à Biboua par le gouvernement qui nous avait précédé, mais c'est avec ce gouvernement qu'on a payé au moins déjà la moitié de cet engagement-là qui avait été pris. Et là, on en parle moins. Alors, la question de la prime de la gratuité, pourquoi ça varie? La prime de la gratuité est puisée dans les frais de fonctionnement de chaque école. Je vous ai dit ici qu'à l'EPST, nous avons 4 catégories d'écoles et j'ai donné les frais de fonctionnement. Je crois que lorsque vous regardez frais de fonctionnement, il y a 4 catégories d'écoles et les frais de fonctionnement varient. Il y a les écoles qui reçoivent 200 000, 420 000, 620 000 et 2 450 000. La prime de la gratuité est puisée dans les frais de fonctionnement et elle est payée au prorata des frais de fonctionnement. C'est ce qui justifie cela. Et donc, c'est lié au fonctionnement de l'école et ça n'a rien à voir avec la discrimination ou bien l'injustice. Voilà. Et les enseignants le savent.
La première chose à contester, c'est peut-être la ventilation des frais de fonctionnement dans les catégories d'écoles. Vous avez une école qui a 11 classes, qui ne peut pas être traitée au même titre que Boboto, Bosangani, parce que c'est autant de salles de classe. Ils ont beaucoup besoin plus de moyens, il y a plus de charges encore une fois. Les frais de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes. Donc on évalue en fonction des charges de chaque école. Alors, on va prendre les 3 dernières questions, on vous les poserai en même temps pour terminer. Monsieur Innocent Olenga, Monsieur, mon ami Matuidi, je pense, de Biwan, et Jordan de Deskeko. Les 3 dernières questions. Merci beaucoup pour la parole. Tony Mwaba, quand on voit les tableaux et les chiffres que vous nous brandissez, les chiffres évolutifs, nous avons de quoi saluer la bonne incompétence de votre gouvernement. Mais là, ce n'est pas un problème. Vous êtes à la tête du ministère, ça fait 1 année et bientôt 3 mois. Vous êtes professeur d'université aussi. Êtes-vous fier de la qualité de notre enseignement et des diplômes que vous délivrez aux élèves de 6e? Merci. Merci. Deuxième question. Monsieur le ministre Tony Mwaba, vous parlez de la rentrée scolaire qui est fixée pour le 5 septembre, mais jusque-là, vous ne parlez pas du sort des élèves et des enseignants situés à Bunagana. Alors, quel sera le sort de ces élèves-là? Y aura-t-il rentrée ou pas? Au porte-parole du gouvernement, la question sur la reprise du contrôle de Bunagana est toujours d'actualité. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est fait actuellement? Est-ce qu'au niveau des gouvernements, les gouvernements continuent toujours à dialoguer ou encore renforcer les FRDC à combattre pour récupérer le contrôle de Bunagana? Merci. Dernière question. Monsieur le ministre, vous avez parlé des 378 écoles. Alors, j'aimerais faire un petit rappel de l'histoire. Nous sommes en 2015, monsieur le ministre. Le gouvernement Matata avait débloqué 257 millions de dollars pour la construction et la réhabilitation des 1000 écoles, des projets 1000 écoles. Alors aujourd'hui, le gouvernement Matata n'existe plus au nom de la continuité de l'État. Pouvez-vous nous dire si réellement il y a eu construction et réhabilitation de 1000 écoles en République démocratique du Congo? Et puis la deuxième question, c'est par rapport à la vente des uniformes. Vous le savez très bien, monsieur le ministre, qu'il y a des écoles qui vendent des uniformes aux parents. Alors j'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement est pour cette méthode, ou si le gouvernement n'est pas pour, quels sont les mécanismes mis en place pour essayer de contraindre ces écoles qui vont continuer avec cette pratique? Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre à Merci. cette série de questions. Sommes-nous fiers de la qualité de l'enseignement? Je crois qu'il arrive que dans notre pays, qu'on fasse une sorte d'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment nous publions les examens d'État. Vous avez 4 finalistes en famille. Un soir, on vous dit que tous ont échoué. J'en ai vu l'année passée. J'ai vu quelques élèves venir au ministère réclamer, non, nous voulons, pourquoi on a échoué, on veut réussir. Alors, vous êtes venus revendiquer la réussite à la lumière du jour, à visage découvert. Dans une société normale, quand on a échoué, on se cache. Mais vous venez pour revendiquer. On amène la presse, venez, après ils ont pris fuite. Vous comprenez? Ça doit être un engagement. Et puis même le changement, il est collectif. Nous devons tous accompagner cela. Nous sommes tous conscients que la qualité de l'enseignement est au rabais. Et ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Ça date depuis que le sous-secteur de l'EPST est devenu un secteur marchand. On construit une école, bon, on ne construit même pas. C'est-à-dire qu'on transforme sa maison, 3 chambres et salon, ça devient une école. Les toilettes deviennent une salle de classe, tout ça. Et puis on a un arrêté, on fonctionne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est le redressement dont nous parlons au moment où je me présente devant vous ici. C'est dans le cadre de relever la qualité. Et nous, ce n'est même pas la gratuité. La gratuité n'a pas de problème. Il y a une personne, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a rendu ça effectif
il a rempli son engagement, il a répondu, n'est-ce pas, à sa promesse, c'est fini. La gratuité, on en parle. Moi, je crois que le vrai débat chez nous, c'est sur la qualité de l'enseignement, ce n'est pas la gratuité. Voilà pourquoi quand nous parlons des bancs, nous parlons des infrastructures, de la formation même de nos enseignants. Un secteur qui n'était plus attirant. Quelqu'un se réveille le matin, il devient enseignant, il est dans une salle de classe. Tout ce qu'il fait, c'est lire un livre et expliquer aux enfants des choses que lui-même ne comprend pas. Et des fois, s'il y a des exemples à donner, il ne donne que des exemples qui sont dans les livres et des exemples résolus. Si vous l'amenez dans des exercices non résolus, lui-même a des problèmes. Alors, quelqu'un comme ça, vous attendez qu'il puisse transmettre quoi aux enfants? Parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a. Quand le chef de l'État dit les enseignants chez nous ont un niveau trop bas, on dit que non, ils ne pouvaient pas dire ça. C'est ça le vrai diagnostic, et je le confirme ici, et c'est ça l'état des lieux. Et quand on pose un état de lieu comme ça, c'est pour maintenant nous aider, nous imposer comme un objectif à relever. Parce que quand vous masquez tout, même les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, qui nous accompagnent, pourquoi? Par exemple, si les enseignants du secondaire sortent des ISP, ils sont formés, mais au niveau primaire, il y a un problème. Ils sont formés où? Quelqu'un qui vient là, diplôme en pédagogie, et puis il est dans une salle de classe, il commence à raconter des histoires aux enfants. Nous sommes en train de construire l'institut de formation des maîtres pour les enseignants du primaire. L'institut pilote sera en Bazangungu et puis ça sera, n'est-ce pas, déployé partout ailleurs. On ne peut pas être fier. Voilà pourquoi on est rigoureux. Nous avons lancé avec l'inspection générale de l'EPST la chasse aux faux diplômes. Parce que le SECOP m'a fait rapport pour dire il y a même des gens qui sont venus avec des faux diplômes, ils sont payés, ils se disent enseignants. C'est comme ça que quand vous constatez même certaines revendications. Je suis ministre de tutelle. On vous dit qu'il y a un mouvement dehors des revendications. Vous sortez, vous demandez à la foule, venez expliquer ce que vous revendiquez. Et vous entendez quelqu'un dire yo yakao. Vous avez déjà entendu des choses comme ça. Et ça, c'est parmi les enseignants. Nous, on ne vient pas yo yakao. Yo yakao kolobao. Et c'est ça le niveau. Et des gens comme ça, bien, pas tous, effectivement, il y en a qui les bons, et ça existe. Il y en a qui ont les faux diplômes. L'inspection générale a lancé une campagne pour récupérer tous les faux diplômes en circulation et tous les faux enseignants doivent se retirer du système de notre sous-secteur. De la même manière que nous augmentons les frais de fonctionnement, nous améliorons les conditions socio-professionnelles, on a aussi besoin de former les enseignants et d'avoir les bons enseignants dans notre sous-secteur. Donc on améliore les salaires, on retire les faux enseignants, nous les désactivons, nous les mettons hors système. Et les vrais vont rester et profiter, jouir de cette amélioration parce que nous voulons faire de cette fonction enseignante, comme partout ailleurs, une fonction à haute utilité sociale, une fonction attrayante. Elle devient de plus en plus séduisante, ne vous en faites pas. C'est l'horizon vers lequel nous progressons, mais déjà, on est sur la bonne voie. L'essor des élèves à Bunangana. Mais, est-ce que vous savez que, même à Bunangana, les élèves, les finalistes, c'est les examens d'État. Alors, de la même manière qu'ils ont passé les examens d'État, il y aura rentrée scolaire. Puis c'est une zone comme ça, on ne va pas commencer à expliquer des choses ici. Soyez rassurés que la rentrée sera effective sur toute l'étendue. En Ituri, à Bunia, partout, même dans les zones à conflit, il y a eu examen d'État. Nous savons les mécanismes que nous mettons en place pour ce faire, que je ne donnerai pas ici. 378 écoles, il y a eu 1000 écoles, oui ou non. Mais comment vous me demandez de venir certifier si le gouvernement Matata avait construit 1000 écoles ou non? Ici, je me suis limité d'abord à vous démontrer ce que nous, on a fait depuis qu'on est là. Vous allez nous juger en fonction des réalisations. Vous allez nous juger en fonction du parcours que nous avons connu. À quel niveau nous avons trouvé les choses et qu'est-ce que nous avons fait et on est à quel niveau. Vous allez juger la capacité de ce gouvernement, la bonne foi du président de la République en fonction de ça. Si en une année, on peut avoir fait des choses
même le double de ceux qui n'avaient pas été faits pendant plusieurs années, je crois qu'on est sur la bonne voie. Même si on n'a pas encore été idéal, c'est ça avec nous, on est sincère, on est honnête envers vous. On a fait beaucoup par rapport au passé, mais on vous dit que ce n'est pas encore l'idéal. Les chemins restent encore longs, nous sommes en train de parcourir. Mais les gens qui aiment les changements, qui sont soucieux d'eux-mêmes, ils vont nous accompagner pour que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre les objectifs. Donc, par rapport à Mine-École, je vous ai donné d'abord les statistiques de ce que nous, on a fait, et c'est réel, et des projets en cours. Si vous voulez les donner sur les projets que nous avons trouvés, vous avez par exemple le projet de construction de 300 écoles qui est géré au niveau du ministère des ITPR. C'est en cours avec des écoles préfabriquées. Sur 1000 écoles, il y a eu quelques écoles seulement faites et le projet s'est arrêté et on ne veut pas entrer dans l'approche polémiste. Ici, on est venu pour communiquer ce que nous avons fait et vous allez nous juger par rapport à ça et de bonne foi. Voilà que nous vous avons montré ce que nous avons fait. Vous êtes satisfait, mais vous voulez nous embrouiller avec ce qui n'avait pas été fait par les autres. Non, on ne va pas assumer, on ne va pas le suivre. Les uniformes. Il y a toute une circulaire qui fixe les frais ou qui donne les instructions en rapport avec les inscriptions ou la rentrée scolaire. La vente obligatoire des uniformes est prohibée. La vente obligatoire des uniformes, on le répète, est prohibée. Ces affaires-là de frais d'inscription et consorts, la note circulaire, elle est claire et tous les prophètes ont été rappelés à l'ordre de manière à ce qu'ils veillent. Tous les chefs d'établissement qui essayent de s'écarter de ces instructions seront désactivés. À l'EPST, c'est la désactivation. Voilà, on va prendre la dernière question. Et puis je répondrai aux questions d'actualité qui m'ont été posées. Merci d'être arrivé en retard. Mais on vous rattrape. Allez-y. Merci, ministre Patrick Mouya. Il y a deux petits biscuits. Il y a le Bosso. Ministre Tony Mwabolobi qui est inscription Yangote. Uniforme Yangote, mais il y a un problème. À compte. Mais ce n'est pas parent souffrir. Moi, je n'attends pas. Mais avant l'accès aux 7e, 8e B, il faut foutre à compte. Stratégie Zanine. Deuxième biscuit à Souka. J'ai eu comme l'impression que le ministre Tony Mwabarosa devant les étudiants. Cours, tableau, que belé, c'est bien. Gratuité qui toque. Et ça te pour dans sa fatigue béton que Remaneme Zoya Keba. Na EPST, Tony Mwabamusala Malam, Kosimba Ngaïte. Pour nous, ça, Moussala Malam. Pour fatigue béton à Talabiso. Keba Kosimba Ngaïte, Moussala Malam, Tikangaï na EPST Nangaï. Tony Mwabeza Yangote. Pour Remaneme Zoya. Merci. Yo solo la kina mokonza biso kezoya. Allez-y, chers collègues. Bon, évidemment, la note circulaire sur l'instruction, inscription, rentrée scolaire, ESALI. Mais vous savez, c'est depuis les années 80 que l'éducation est devenue un secteur marchand. Je sais que je connais quelqu'un dans la société civile. Moutoumoko na société civile à Lobaka, école les a mon bon côté. Batouba commissi école neti boutique et commis mon bongo. Moutoua sali moi à la zana posa mbongo, olea kende lufu, olea kende Dubaï. Aki a sali atongi kutute, kakanda kune wana le bolongo et commis école. C'est ça le problème. Banaba bandako futa gratuité et bomi ba école privée et belé. Nabilo Kwandengon. Bon, tant instruction et pesami. Vous savez, na niveau par exemple, il y a école primaire, c'est gratuit. Tout est gratuit. C'est ça la suppression des frais. Oye kakana mouana na uniforme à bandi classe. Ti 6e abimi à foutre le côté. C'est ça la gratuité. Et dans les écoles primaires, tozo futa, enseignant, to futa kaye salaire, to pesa ka frais de fonctionnement dans l'école primaire. Voilà pourquoi il y a la gratuité. Dans l'école secondaire, tofutaka enseignant, mais tofutaka frais de fonctionnement. Alors les frais de fonctionnement, de frais scolaires, c'est destiné au fonctionnement
il y a école. Et puis, na tobengi appui à l'enseignant. Parce que Minerval, combien? C'est 1000 francs congolais. Minerval, na secondaire, na maternelle, c'est 1000 francs. Mais même na primaire, à cause de la gratuité, tu supprimer même 1000 francs. Maintenant, banani ba fixa kaba frais scolaires. Dans le secteur privé, tokolobelate, waneza makambo ya comité de parents na ba promoteur. Mais dans le secteur public, cela est fait par l'arrêté, il y a gouverneur, il y a province, ensemble, na comité provincial, na ba partenaire notamment ba comité à ba parents. Ba kendaka ko discuter na ba gouverneur. D'ici là, gouverneur ngobila kobimisa arrêté provincial pour nous fixer ba frais scolaires. Ba koyoka na ba parents. Des fois, il y a une sorte d'hypocrisie. Ceux qui ont moni ba fixer frais scolaires dans une école privée, top public, que c'est en accord avec les comités des parents. Au comment on a un comité des parents qui va discuter, tant qu'on va rendre public, et puis les gens commencent à se plaindre. Mais c'est vous les parents. Ceux qui vont voter, vont représenter bien dans le comité des parents. Ceux qui vont voter, donc ça lie tous les parents. Gouvernement Nabiso, au niveau national, a fixé frais scolaires bayo kanaka entre ba parents na autorité provinciale nde basala. Mais babiloko ya ba compte oyo on a pas seulement Kinshasa, et c'est vrai, je confirme l'information. Na ville à Lubumbashi par exemple, dans certaines écoles, ils se sont permis de fixer les acomptes. Acompte exact, il faut attendre, c'est-à-dire il y a zosenga bon, bopé sana nous sent en attendant que le gouverneur a fixé. Tant on a fixé to sali soustraction. Ça, c'est interdit. Tous les chefs d'établissement doivent attendre les arrêtés, il y a des ministres provinciaux, pour fixer ce que notre système est inclusif. Pour aucune raison, on peut chasser Mouana Libanda à Zonganda parce qu'il faut minervalte. Mais j'encourage en même temps les gouverneurs des provinces qui nous suivent en ce moment de tout faire avant la rentrée, soit déjà arrêter Wana pour permettre que rentrer à la Malamu, ne pas mettre les chefs de... Parce que retard paye à gouverneur, c'est ce qui justifie également le dérapage à modèle Wana. Bon, on a présenté le tableau, on a présenté le biloko nyon sur le bon, aux os à la pona remaniement. Bon, ceux qui vont l'obiter, bon, ça les logoté. C'est quoi mon yozangi question? La question c'est quoi auto sali? Non, aux à la pona remaniement. Donc, on ne pouvait pas communiquer. Et puis, Ami Balé, j'ai été nommé na volonté ya Mokonzi Mboka. En fonction, il y a considération, to critère songolo. Il plaira au chef de l'État. Au lobby Fachi Beton Azali Kolanda. Moukola va décider que na longwa, acha mutumusus, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et là, on ne peut pas en discuter. Oyo nga nazo sala na minute oyo, nazali ko accompagner ye, makio apesa ingana me matina suka, nazo kende nango nanu. Ti mukolema ozo yango. Ndeko Zulu zela nanu, omoni yo ba bengana déjà na classe. Obi likambo ya gratuité, bobi soulagement meme la ba botité. Yo kei classe ba bengana obi soni zalaka. Deva baninga. Soni. Soni ya yo mwana. Soni pe ya muto ya boti yo. Ozomona. Donc, lelo awa, eloko to sali nandeko Tony Mwaba. Toye ko beta tolote. Parce que waneza musala na bisote. Toye to kuti mboka na eta o ezale laki. Tozo laki sabino place tozwaki nandenge tozo kende. Bomoni ke, depuis to banda, progrès na progrès. Gratuité, c'est une obligation constitutionnelle pour l'État. Depuis 2006, 2019, tant que Mokonzi Mboka a commis, to banda qui attaque au bandate. Parce que ce baloba qui tozala, non, toko kisanyonso, allez to bandi gratuité, to banda gratuité, ndenge nini, parce qu'il y a 20 millions d'enfants au moins. Ba o écoute batangaka déjà, si ko ba o batangaka te baza combien? Balobi tozaka 100 millions d'habitants. Sur le tali, jeune de 0 à 25 ans, tozala 60 millions. Gratuité zo couvrir partie primaire. Si ko suko le biotal et l'agneau, omoni ba depti wana nyonso, ezo senga na biso tozala,
na humilité. Yango bakondi na biso, que ce soit le président Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit le Premier ministre, nous ont toujours recommandé humilité. Yango communication biso to salaka, humilité sincère. Toboyi koswana. Toboyi pe mafinga ya ofele parce que za ko bebisa bana, tozolo ba makambo ya éducation awa. Ce que lingi kosala politique oyena makanisi na yo lobi bon. Bino batu bozo sala na gouvernement sama lukonde. Bashwa obino bosala eza malamu te pona ba Congolais. Biso tomoni qu'il faut botala nzela oyo. Ndebo etu kotongisa Congo, to tonga Congo to sangisi mayele. Biso tobi moment campagne goya. La campagne goya to kobimisa mandoki, to kobimisa bilan ya biso. Mais o biso tozo salo to sala kana bino de manière régulière. Eza ko pesa peuple information à malamu. Parce que ceux qui ont payé peuple information à malamu te écoutez ngama. Manipulation eza makasi yango to pesa rabino botondi na ndenge boyaka pe na ndenge boreleaka parce que moni ba chiffre balobareza dans le cosmos otamboli partout okukuta ba chiffre wana donc biso to beti to lote mais to lakisi place to zalaki place to komi pe place to zokende. Bon, je vais terminer en répondant à quelques questions d'actualité. Bon, la question sur la reprise de Bunagana. Il faut savoir que le président de la République a pris part à des discussions à Nairobi et à Luanda. Le premier principe, c'est l'observance d'un cessez-le-feu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des populations congolaises qui sont prises entre les deux feux. Mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, parallèlement évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les secrets pour ce qui se passe au niveau de l'armée. Mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, tels que convenus, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi. Et nous pensons que ces mécanismes, parce qu'on a choisi cette voie, parce que nous avons été sur la table, on espère que ces mécanismes vont donner des résultats bientôt. Mais l'alternative, le plan B existe toujours. Et nous savons ce que cela doit représenter pour nous, en termes de coûts à la fois pour nos populations qui seront à toutes ces violences. Mais comptez sur le gouvernement pour que cette situation trouve sa solution. Alors il y a eu une question sur 80 ONG, Greenpeace, oui ONG, membres de Greenpeace qui se disent en danger, mais dites-nous qui les menace. Dites-nous qui les menace, parce que nous comme gouvernement, matin, midi, soir, nous sommes critiqués, pris au dépourvu de toutes les manières, parfois par des nouvelles qui ne les sont pas. Mais pourquoi on va les menacer? Parce que c'est dans l'ADN des ONG, notamment Greenpeace, de critiquer, parce qu'ils ne viendront jamais apprécier les efforts que nous faisons, notamment pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous savez que même avant qu'on nous paye, en ce moment, ceux qui polluent nos forêts leur servent? Nos forêts servent à l'humanité. Avant que je ne vienne ici, j'avais une séance de travail avec la vice-première ministre, Madame Bazaïba, parce que nous préparons la pré-COP. Il y a déjà, en début septembre, il y aura la réunion du comité des scientifiques qui se tiendra à Yangambi. Ensuite, il y aura une réunion ministérielle qui se tiendra en octobre, avant que les chefs d'État ne se retrouvent en Égypte. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a donné à la République démocratique du Congo la responsabilité de co-organiser la COP27, la pré-COP, la COP27 pour parler des pré-COP, des réunions préparatoires? Mais c'est parce que nous avons un leadership confirmé en matière d'environnement. Et donc, qu'on nous critique par des ONG qui sont créées pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que le secrétaire d'État américain était ici, c'était une des questions principales. On a convenu qu'on créerait un groupe de travail et lui-même il a dit, on ne peut pas reprocher à la RDC de vouloir profiter de ces ressources parce qu'ils l'ont fait, ils s'y sont développés. Qui va payer le prix de notre développement? Et donc, je pense que ça relève plus de la rumeur que des faits. Alors, il serait, qui leur porterait plainte? Madame Bazaïba? Vous pensez que Madame Bazaïba peut porter plainte à des militants des ONG? D'abord, on ne les connaît pas, on voit que de communiquer, et je ne pense pas que cela soit vrai. Alors, sur la question des secrétaires généraux, la question de Paul Matendo, je vais me renseigner auprès du ministre de la fonction publique. De toute évidence, on devrait revenir avec lui bientôt dans un briefing pour vous expliquer, parce que nous vous avons dit des progrès qui ont été consentis, notamment dans les paiements des salaires de fonctionnaires de l'État. Depuis le début de l'année,
on a déjà consenti un progrès de 45% sur les salaires au début de l'année. Et donc, il y a bien des choses qui se font, notamment l'identification et tous les restes qui feront l'objet d'un autre briefing dans le cadre de la sincérité et de la transparence qui nous caractérise. Alors, la question de Koulouna, la question de Pichu Moulumba. Alors, c'est dommage, c'est déplorable si c'est que vous dites est vrai. Il y a, évidemment, je me renseignerai pour savoir la suite qu'il en a été réservée, mais je voudrais rappeler une chose ici. Moi, je suis élu de Bandal et d'ailleurs récemment, un auditeur de Top Congo m'a interpellé sur le sujet. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment privées. Vous voyez souvent l'honorable Jean-Marie Lukulassi qui travaille de manière étroite avec la police. Même moi qui vous parle ici, de manière régulière, nous suivons ces questions. Mais vous savez pourquoi cette question, elle est dure? Parce que ces enfants-là, pourquoi ils vont dans la rue? Pourquoi ils deviennent Koulouna? Bon, parce qu'il y a une nuance à faire entre enfants de la rue, Chégué, et Koulouna. Le Koulouna est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Bandal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il y a, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Lukulassi à ces sujets. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai lisé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu, même quand on les interpelle, ces Koulouna-là, il y a toujours un parent qui vient frapper à votre porte. Abi honorable nous condamnons tout ce qui est criminel et nous encourageons tous ces jeunes-là à rejoindre les processus qui sont en cours. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous avez fait ceci, vous avez fait cela ». Mais lorsque ces jeunes posent des véritables problèmes de société, il y a très peu de gens qui viennent pour dire « Voilà, il y avait ceci, il y avait cela ». Pour nous, ce qui nous concerne, comme gouvernement, on va travailler à réduire le banditisme urbain qui ne s'observe pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres parties nationales. On va terminer, Monsieur le Ministre, peut-être en une phrase, comment vous résumez, qu'est-ce que vous dites aux parents pour la rentrée qui vient, oui, et puis nous allons conclure cet exercice. Aux enseignants, comme promis en Mbouela, de la prime de gratuité à hauteur de 30%, c'est déjà effectif et les fonds étaient déjà logés dans les banques payeuses et au moment où je vous parle, certaines banques ont même déjà commencé la paye. C'est une paye complémentaire des enseignants du primaire dans le cadre de l'augmentation de la prime de la gratuité. Comme promis également en Mbouela, il y a des informations, nous allons les confirmer, sur l'augmentation de 30% déjà qui seront payés dans le cadre de la compte du deuxième palier. Alors, pour le reste, nous avons également la table ronde avec toutes les écoles privées, parce qu'on ne le fait pas seulement pour les publics, évaluer. Il y a beaucoup d'antivaleurs dans les écoles privées également, qui sont pour d'autres des boutiques que nous voulons également remettre à l'ordre. L'identification des écoles publiques et privées. On est arrivé et là, l'opinion doit le savoir. Si nous avons les statistiques avec les SECOP des écoles publiques, leur localisation, leur nombre, l'état de lieu indique depuis qu'on est là qu'on n'avait pas les fichiers des écoles privées, leur nombre, leur répartition géographique, et c'est le travail qui est en train d'être fait déjà avec les SECOP. Même l'identification des élèves, ça sera fait et chaque élève aura un numéro qui sera relié au fichier général de la population dans le cadre de l'identification de la population. Donc, pour les parents, c'est de préparer déjà la rentrée scolaire qui sera effective et sera lancée déjà le 5 septembre prochain. Il y a effectivement rentrée scolaire et
d'apprêter déjà les enfants et tous les autres partenaires éducatifs de pouvoir accompagner, n'est-ce pas seulement la rentrée, parce que c'est une activité normale dans le cas de notre sous-secteur, mais ainsi que toutes les autres activités que nous avons organisées dans notre sous-secteur. Et je voulais aussi terminer par vous remercier pour cette initiative vraiment louable, inédite, qui nous permet justement de faire connaître à l'opinion tout ce que nous faisons. Tout à fait. Et vous verrez qu'avec ce que nous venons de faire, beaucoup ont accédé à toutes ces informations que d'autres avaient déjà. Et ceux qui ont ces informations, de les relayer aussi. Et nous comptons également sur tout le monde pour partager ces informations, bien évidemment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, de vous être prêtés à cet exercice. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que la stratégie pour nous, c'est les dialogues permanents, parce que les défis de l'éducation, ce n'est pas seulement la fort, malheureusement, depuis plusieurs années, est utilisé un peu comme un élément de chantage. C'est indécent parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et surtout que le gouvernement a montré qu'il est toujours disponible pour dialoguer. Je vous remercie, j'espère qu'on se reverra bientôt dans un autre exercice de redevabilité. Merci. Merci.